Bien, alors, le second moment de discussion tend à vouloir faire entendre des pratiques de restitution. Donc, c'est l'autre vie des objets, d'autres visions du monde. Donc, des pratiques de restitution ou plutôt des prises en compte de translocation, hein, c'est-à-dire ce qui prend en compte les blessures de la spoliation. Et comme cela a été évoqué précédemment, ces pratiques dont on va parler, elles ne restituent en rien le continuum historique, symbolique qu'auraient pu exercer ces objets s'ils n'avaient pas été arrachés à leur site. Mais ces pratiques ont le mérite d'être actives sur cette question du rapport à la mémoire et aux communautés concernées. Le choix qui a été fait pour ces deux moments de discussion n'oblitère en rien les nombreux actes de restitution qui ont été entamés par des écrivains, de nombreux plasticiens, mais aussi des metteurs en scène, des poètes, des chorégraphes. C'est d'abord à la société civile, les artistes, la communauté du sensible qui, depuis très longtemps, nous l'avons dit, donc, a inauguré cette transition qui nous occupe aujourd'hui, hein, ce moment où on tend à penser cet acte qu'est la restitution. Alors, les personnes qui vont participer à cette discussion en deux temps. Hein. D'abord, j'appelle donc, si elle veut bien nous rejoindre, Emmanuelle Cadet, de l'association alternative, et Elikia Kando, la directrice du musée de Boulogne-sur-Mer. Est-ce que ça va aller sans que... Alors, je vais vous présenter rapidement et puis peut-être vous laisser, Emmanuel, ensuite présenter votre association. Vous avez une formation en histoire de l'art et en restauration d'œuvres d'art, mais aussi en gestionnaire de projets culturels. Et vous avez développé et dirigé l'association alternative que vous avez créée en 2010 et qui interroge les usages sociaux des héritages culturels. En vous concentrant surtout sur des bénéficiaires jeunes et jeunes adultes, en développant des modes de gouvernance et des méthodes pédagogiques adaptées. Et vous coordonnez parallèlement le programme Zone Contact, objet d'ailleurs, et depuis sa création en 2014, vous avez porté avec l'association alternative un grand nombre de projets avec de jeunes franciliens, hein, que vous amenez à questionner sur les histoires d'acquisition des objets non européens ou extra-européens dans les musées, par le biais d'ateliers vidéo, d'art plastique, d'enquêtes historiographiques, de séjours culturels, de soirées débats, de productions, de courts-métrages. Vous dites, ils se sont emparés de ces histoires pour développer leurs propres récits sur ces objets. Alors, ensuite, nous entendrons... pardon, j'avais écrit énormément de choses. Elikia Kando. Elikia Kando, vous êtes conservatrice, diplômée de l'Institut national du patrimoine. Vous avez d'abord été en charge des expositions au musée Albert Kahn et depuis maintenant 2017, vous êtes directrice du musée de Boulogne-sur-Mer et vous allez intervenir d'ailleurs sur les pratiques d'échange qui ont été mises en place depuis 2006 entre la ville de Boulogne-sur-Mer et le musée Laloutique du Kodiak autour de la très riche collection de masques et objets d'Alaska donnés au musée par l'explorateur Alphonse Pinard en 1875. Nous reviendrons au moment de votre conversation et de votre présentation sur l'action qui a été menée depuis 2006, ce que sont ces échanges et comment, depuis votre présence maintenant dans ce musée, se perpétue après une décennie, en fait, d'autres modalités de prise en compte de cette culture Kodiak présente dans vos collections. Alors, on va peut-être commencer par vous, Emmanuelle, et peut-être nous dire, prenez un micro, tout simplement aussi, qu'est-ce qu'Alternative ? Ça marche, oui. Oui. Sa fonction aujourd'hui et ses équipes, et où intervenez-vous ? Voilà. Donc merci pour cette invitation. Alors Alternative effectivement avait pour mission de promouvoir des pratiques inclusives et participatives dans le champ patrimonial.
Et donc on se base sur des concepts, la zone de contact, le musée comme zone de contact de Clifford, aussi des approches de cultural studies ou des approches du musée comme agent social d'inclusion, des choses qui ont été développées dans des contextes plutôt anglo-saxons, et aussi sur des concepts d'éducation populaire, sur des concepts de théorie de la diversité et des pratiques participatives. Le principe de travailler avec des jeunes franciliens est venu de façon assez évidente sur une tranche d'âge de 15 à 21 ans, car c'est un moment c'est une population qui paraît très éloignée en fait de ces questions de musée, mais c'est aussi une population qui va justement être porteur d'une énergie, d'une curiosité et d'une envie, d'une exigence aussi de savoir et de découverte qui nous semblait pertinent. Alors, donc l'équipe d'Alternative est constituée de gens qui viennent du milieu plutôt, donc il y a des historiens de l'art et des gens du patrimoine comme moi-même, mais il y a aussi des gens qui font partie qui ont des approches et des formations pédagogiques, des encadrants animateurs et éducateurs, des approches sociologiques. On est aussi aidé par des anthropologues comme Bernard Muller. Et on travaille aussi avec des vidéastes, avec des scénographes et donc avec des historiens de l'art. Le principe, c'était aussi de travailler toujours sur des héritages culturels qui vont du coup interroger, qui vont être conflictuels finalement. En tout cas, des histoires qui vont être conflictuelles pour travailler sur des fractures intergénérationnelles et des fractures sociales ou culturelles. Et donc du coup, très vite, à partir d'un séjour qui s'est passé en 2012 au British Museum, où on avait amené des jeunes Parisiens, s'est posé la question de la restitution de ces objets africains dans les salles africaines au cours d'un débat avec les jeunes. Et petit à petit, ce sujet est monté jusqu'à ce qu'on crée ce programme, qui s'appelle Zone de contact objet d'ailleurs, et qui va donc amener à chaque jeune qui rentre dans ce programme va faire une démarche individuelle d'interroger un objet qu'il choisit dans un corpus qu'on prépare. Et donc va essayer de mener une enquête sur l'objet, va se l'approprier par différents biais et donc va lui-même amener sa propre narrative sur l'objet, sur la biographie de l'objet. Donc pour ça, on a travaillé avec des collections au départ du musée du Louvre, du département des arts et de l'islam du musée du Louvre, avec le musée des arts et d'histoire du judaïsme et le musée Guimet. Mais petit à petit, on s'est aperçu que les choix d'objets n'étaient pas forcément pertinents pour les jeunes qui étaient nos bénéficiaires. Et du coup, on a commencé à travailler sur des corpus plus ouverts d'objets qui pouvaient être notamment exposés au musée du Quai Branly. On n'a jamais eu de partenariat avec le musée du Quai Branly en tant que tel, mais on a quand même utilisé leur collection et on a travaillé avec le service des archives et donc Sarah Friou sur les enquêtes historiques de ces objets, puisqu'on travaille sur l'histoire de l'acquisition de ces objets-là. Et petit à petit, on est surtout allé dans d'autres musées au cours de ces jours parce que l'accès aux objets était plus intéressant, parce que l'accès aux archives était plus intéressant. Donc on est allé au musée Manuelier à Cherbourg, on est allé au musée de Bordeaux, au musée d'Aquitaine, on est allé au musée de Rochefort cet été, on est allé au musée du Havre, etc. Et puis aussi dans les musées européens, donc musée de Dresde, avec un formidable accueil de Nanette Sneup et Bernard Muller. Et puis on a petit à petit... au moment où, en 2016, le gouvernement du Bénin demandait la restitution de ces objets du trésor d'Abomey au gouvernement français, une petite équipe de ces jeunes-là, puisqu'en fait ils sont assez fidèles à notre programme, a commencé à mener une enquête sur ces questions de restitution. Et donc
forcément, ça a pris de l'ampleur au moment où Emmanuel Macron s'est positionné en 2017. Et en fait, ils ont décidé collectivement de porter cette question dans les publics des musées, en choisissant, à partir de l'expérience qu'on a eue, une petite expérience de performance théâtrale qu'on a conduite à Dresde, au musée de Dresde, ils ont décidé donc de travailler sur les objets Edo donc de Benin City, qui ont été pillés par les Britanniques en 1897, parce que ce sont des objets emblématiques qui ont été éparpillés dans la plupart, beaucoup de musées européens. Et donc ça permettait de poser la question du retour de ces objets dans plein de publics différents, parce que c'est une question européenne quand même, cette question du retour de ces objets-là. Et donc du coup, ils ont construit et conçu en 4 boîtes un diorama de 4 boîtes comme 4 dioramas du temps de la biographie de ces objets, jusqu'à, comme on voit sur l'image là, jusqu'à demander au public, interroger le public sur la question du retour de ces objets-là. Donc effectivement, au moment où le rapport a été rendu, donc on a eu des soirées débats où même Bénédicte Savoie est venue nous parler, on a travaillé ces questions aussi avec des professionnels de ces histoires de collection. Et au moment où, du rapport, forcément, eux déjà ils s'autorisaient un peu à prendre la parole sur ces histoires et à devenir en fait des médiateurs de ces histoires-là, déjà au sein de ces musées et de façon collective surtout. Mais là, c'est vrai que ça a été une vraie victoire pour eux, parce qu'ils se sont sentis acteurs enfin participer en tout cas à cette action de réciprocité, en tout cas entre l'Afrique et l'Europe. Et donc on est en train d'évaluer justement maintenant en quoi l'impact de ce projet sur leur vie, sur la prise en compte de leur choix de vie, de leur parcours et de leur capacité à être aux autres. Et donc, au cours de cette évaluation-là, ce qui apparaît très fortement, c'est qu'il y a un désir de vérité parce qu'ils sont donc de vérité par rapport à ce qui est raconté dans les musées, de vérité par rapport à l'oubli aussi parfois, parce qu'il y a effectivement des endroits où on ne sait pas, on a des traces, on a des blancs, par rapport à la vérité, oui, des mutations, des transformations des cultes liées aussi à ces pillages, à ces dérobades. Et puis aussi de justice. Il y a effectivement cette notion de justice, et c'est quelque chose que reprend Achille Mbembe aussi dans un article, Vérité et justice. C'est 2 éléments qui reviennent régulièrement dans l'évaluation qu'on a fait de leur perception de la nouvelle. Et donc justice, parce que effectivement, comment en fait on peut garder dans les musées des objets qui ont été pillés. Voilà, qu'est-ce que ça dit de cette institution nationale qui est le musée en France, voilà. Et comment justice aussi de pouvoir prendre la parole sur ces objets-là, d'avoir le droit de prendre la parole en public sans contrôle dans un musée quand on a des choses à dire dessus, sans avoir, je pense aux fameuses étiquettes droit à parole du musée du Quai Branly que tous les groupes Chance sociale ont quand on fait des visites, le droit d'avoir accès aux archives. Nous, il y a plein de moments où en fait, alors que c'est des archives publiques, on nous dit que voilà, les registres de 1910, non, vous n'allez pas avoir accès à ça. Donc voilà, le droit aussi de filmer, le droit de prendre des photographies, le droit d'utiliser des archives et des photographies d'objets qui ne sont pas exposés, sans avoir à payer des droits à l'image. Voilà. Donc je pense qu'il y a cette justice, elle est aussi revendiquée dans leurs travaux. Et enfin, je conclurai sur le fait que ce débat ne doit pas rester qu'un débat politique ou un débat d'experts, et qu'il y a une vraie conscience du fait qu'il y a un vrai bienfait social
dans cette annonce de restitution qu'il faut saisir et que donc voilà, trouver les moyens pour que des éducateurs, des formateurs, des historiens, enfin tout citoyen devrait se saisir de cette occasion pour repenser justement le monde, c'est habiter le monde aussi selon l'approche de Felwinsar, repenser un autre monde et repenser un rapport à l'autre différent. Et donc du coup, je voulais juste finir sur le fait que du coup, ils imaginent aussi rencontrer des jeunes béninois, donc c'est un projet qui va se passer cette année, de rencontrer des jeunes béninois pour leur apporter leur perception. Et donc il y a effectivement une construction, une multi-histoire à développer sur l'histoire de ces objets, comment eux ils ont. Alors je parle bien des trésors d'Abomey, mais pas du Nigeria, parce qu'il n'est pas possible pour nous d'aller au Nigeria. Et donc de travailler des multi-histoires avec nos perceptions à nous, nos chronologies, à partir de nos archives construites par l'Europe, et justement d'aller les confronter aux perceptions, aux mémoires collectives, aux perceptions que des jeunes interrogeront là-bas. Et puis aussi, on a le projet d'interroger d'autres types d'objets que des butins de guerre, donc avec une petite forme de projet pilote au Sénégal cette année qui prendra largement de forme l'année prochaine. Voilà. Merci Emmanuel. Je pense qu'on vous interrogera, soit moi ou soit le public, à la fin de ces deux moments de discussion sur l'archive en fait de ce que vous produisez actuellement sur ces questions. Voilà. Alors je vais peut-être donner la parole à Iliaka Kando parce que justement elle est au cœur du sujet en raison de la pratique qu'a engagé le musée de Boulogne-sur-Mer, de pouvoir échanger avec l'archipel Kodiak sur cet ensemble que vous possédez, cet ensemble de masques, d'objets qui appartiennent à la communauté aleutique de cette région et qui est considéré comme un des rares témoignages des cultures alutiques anciennes préservées et qui a été en fait collecté au lendemain de la colonisation russe et qui est maintenant présent dans ce musée au nord de la France. Alors, pouvez-vous nous dire un peu ce qu'il en est de cette collection et puis là aussi, depuis 2006, 10 ans après, quelle est l'évolution de ce projet et les échanges que vous menez ? Peut-être déjà. Il est peut-être. Ah voilà. Ah, voilà. Merci. Alors déjà, c'est vrai que c'est une collection qu'on possède pas proprement parler. Le musée de Boulogne-sur-Mer est un musée de France, donc à ce titre, les collections appartiennent. Tenez le micro. Merci. Fait partie des trésors nationaux. Il me manquerait, à vrai dire, pour parler de ce sujet, quasiment mon collaborateur de Kodiak, puisque c'est une histoire qui ne s'écrit pas à une voix, mais bien à deux voix, voire plus, c'est presque une polyphonie. Mais en tout cas, j'essaierai d'être la plus fidèle possible à une voix qui est une voix commune. Alors, l'origine de ce partenariat qui existe depuis 2006, c'est tout d'abord l'histoire d'une collecte ethnographique du 19e siècle, de 1871, d'un jeune linguiste qui s'appelle Alphonse Pinard, qui est originaire d'une ville proche de Boulogne-sur-Mer, qui est parti pour ses recherches personnelles à Kodiak, qui est donc un archipel au sud de l'Alaska, donc pas en pleine zone polaire, et qui part sur ses deniers personnels. On est sur une collection qui est donc hors du champ. On est sur une région qui vient d'être décolonisée à cette époque-là par la Russie. L'Amérique rachète ce territoire nouvellement. On est hors de la zone d'influence coloniale française. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais qui est importante à souligner. Alphonse Pinard va collecter plus de 240 objets. Il collecte également des récits. Et il rapporte l'ensemble de ce matériau à Boulogne-sur-Mer après un an de travail
parmi les objets collectés, on trouve à la fois des masques cérémoniels, on trouve également d'autres objets plus petits qui sont en bois plein, qui sont visiblement pas des objets destinés à être portés. L'ensemble de son travail arrive à Boulogne, arrive effectivement, il ramène à Boulogne essentiellement les objets. Il y a un interlocuteur qui est Ernest Ami, qui est un des futurs... On passe les images de on peut. Ouais. Si on peut montrer les images de la collection. Un des acteurs du musée d'ethnographie du Trocadéro qui va insister pour que Alphonse Pinard puisse donner cette collection au musée de Boulogne-sur-Mer, mais c'est un don qui reste un don partiel en 1875, puisqu'il ne donne que les objets et pas ses notes. Ces notes restent aux États-Unis, elles sont conservées aujourd'hui à la Berkeley, à la Bancroft Library. Donc on a là, la ville de Boulogne-sur-Mer hérite que de la partie objet, mais qui finalement n'est qu'une partie du travail de l'homme. Ces objets restent pendant plus d'un siècle à Boulogne-sur-Mer comme... le fonds est connu et on sait que c'est un fonds important, plusieurs témoignages écrits le disent, mais les communautés d'Alaska, les communautés autochtones ignorent l'existence de ce fonds jusque dans les années 1980. À la faveur des recherches menées par plusieurs chercheurs, par un duo, à vrai dire, de chercheurs, dont Dominique Desson. Cette collection est révélée, des artistes d'Alaska vont en avoir connaissance, vont s'y intéresser. Non, les images n'arrivent pas, mais c'est pas grave, elles vont arriver plus tard. S'y intéressent, voilà. Et cela correspond à un moment de renouveau artistique, de renouveau culturel. Et très vite, cette collection Alphonse Pinard, avec notamment ses archives écrites, vont grandement intéresser, car il ne reste que très peu de témoignages anciens, qui datent d'avant 1900, de la culture soupiaque, qui ensuite se retrouve largement acculturée. Donc, à partir de ces travaux, va commencer un mouvement pour demander, ou plutôt on va avoir d'abord un artiste puis deux qui vont vouloir venir à Boulogne-sur-Mer, qui vont demander à accéder aux réserves, qui vont demander à pouvoir voir ces objets. Ils viennent de Kodiak, tous de Kodiak. La particularité de la collecte d'Alphonse Pinard est d'être localisée sur l'archipel Kodiak essentiellement. Donc ils viennent au musée. Dans un premier temps, l'accès aux réserves particulièrement est refusé par peur, par crainte des demandes de restitution. Un des premiers jalons en fait qui a marqué la rencontre, ça a été le 2002 et l'exposition temporaire, la première exposition temporaire du musée du Quai Branly, ou l'exposition de préfiguration qui s'appelait Kodiak, Alaska, la collection Pinard, qui s'est tenue au Mao à l'époque, qui a permis de faire venir, de présenter l'ensemble de cette collection au public et qui a permis de faire venir une délégation d'Alaska plus importante. Alors là, voilà, l'image que vous voyez, c'est Kodiak, le musée, l'Alutiiq Museum, et vous voyez là une des églises avec cet héritage russe qui est présent toujours dans le paysage. Donc voilà, 2002, une première délégation d'Alaska arrive à Paris. Les demandes d'accès vont se renouveler et finalement ne vont aboutir qu'en 2006, à un moment où se renouvelle la direction du musée avec une nouvelle optique, une jeune conservatrice, Anne-Claire Laronde, étant à la direction du musée à cette époque. Et cette date de 2006 va être un moment fondateur avec une délégation
alors ça c'est un des masques de la collection Pinard, avec un moment fondateur puisque était accueillie une délégation de plusieurs dizaines d'artistes et de représentants de la corporation. Comme on le voit là sur cette image, ça c'est une image de 2006. Le musée, avec évidemment le soutien des élus, va entièrement vider plusieurs de ces salles pour y déployer l'ensemble de la collection Kodiak afin de présenter la collection dans son exhaustivité. Ce qui a été un geste éminemment apprécié par les différents membres de la communauté. Alors là, on peut faire pause parce que je vais en parler après. Un geste éminemment apprécié puisque ces artistes avaient jusqu'alors connu les œuvres uniquement en 2 dimensions et n'avaient jamais pu avoir accès, en dehors des 2 qui avaient pu voyager, à leur revers et aux différentes traces qu'ils pouvaient comporter. Ça a été un moment qui a permis d'engendrer, ce partenariat plutôt a été scellé avec non pas une convention, comme ce sera le cas plus tard, administrativement parlant, mais avec un des artistes de cette délégation qui s'appelle Perry Eaton, qui a fait don à la ville de Boulogne-sur-Mer d'un masque, un masque qui scellait l'amitié entre Kodiak et Boulogne en signe de remerciement. Ce sont les artistes. Alors là, on va revoir une de ces œuvres de Perry Eaton, qui est une œuvre un peu plus tardive. La première œuvre, je crois que malheureusement je ne l'ai pas mise. Ce moment a été vraiment un moment fort pour ces artistes-là qui ont vu, qui ont redécouvert l'ensemble des volumes, qui ont pu étudier finement les traces qui pouvaient être, qui sont au revers de ces masques pour essayer de comprendre la manière dont leurs ancêtres avaient pu les sculpter. Plusieurs témoignent d'un bouleversement dans leur pratique et d'un lien renoué complètement avec leurs origines, leur culture soupiaque qui était jusqu'alors quelque peu effacée. Ces masques ont contribué, et c'est vraiment cette collection Pinard qui est à l'origine pour la communauté soupiaque d'un véritable renouveau artistique de cette communauté particulière. On n'est pas ce n'est pas la culture inuite, ce sont les soupiaques vraiment de manière très particulière. Bref, tout ça pour l'histoire se poursuit avec finalement la décision d'aller plus loin, d'aller au-delà de cette rencontre, la décision de pouvoir aussi donner accès à ces objets. La première préoccupation et la seule préoccupation qui est la nôtre encore aujourd'hui, de part et d'autre, c'est cette question de l'accès, de l'accessibilité aux œuvres, avec donc la décision de pouvoir aussi faire voyager ces œuvres, de pouvoir leur permettre de revenir à Kodiak plus d'un siècle après. Ce qui a été le cas en 2008. Il est décidé, le musée de Boulogne-sur-Mer et la Ludwig Museum de Kodiak nouent un partenariat, décident de produire une exposition. Alors ça, on peut revenir en arrière parce que je n'ai pas encore en parlé. Décident de produire une exposition ensemble dont le titre même est relié à la langue soupiaque, qui est aussi un combat fort encore aujourd'hui de la faire revivre. Le titre est Rinakuk, qui est le nom soupiaque pour désigner le masque. Cette exposition à Rinakuk aura lieu donc premièrement à Kodiak, où l'ensemble de la communauté a pu, pour la première fois après leur départ, renouer avec ces masques. Ça a été un moment aussi où l'ensemble des masques de Pinard, pour lesquels ils n'avaient pas pu collecter le nom, ont été symboliquement renommés par les anciens. Et ce sont les noms qui sont encore aujourd'hui présents sur les cartels des œuvres. Voilà. Cette exposition voyage un an plus tard à Boulogne-sur-Mer et est accompagnée de résidences artistiques pour pouvoir aussi impliquer pour pouvoir engager un programme d'action culturelle et que se produise une rencontre au-delà des équipes simplement du musée et des communautés et des artistes qui avaient pu voyager.
À partir de 2010, il est décidé de pouvoir prolonger cet échange par la constitution au musée de Boulogne-sur-Mer d'une collection d'art contemporain d'Alaska, avec la mise en place d'une commission composée de personnalités françaises, mais aussi américaines. Et se met en place un premier fonds qui va s'enrichir de plusieurs pièces entre 2010 et 2016, où une donation importante de plus de 30 masques presque 40 même, par la corporation Cognac va faire un ensemble aujourd'hui d'une 50aine de masques. La volonté était de pouvoir marquer un moment, de pouvoir prendre date, de pouvoir la faire commencer, cette collection, avec un temps qui a été fort pour le renouveau, la revitalisation de cet art soupiaque. La photographie que vous voyez là à l'image est simplement présente pour vous dire que c'est aussi, ce sont au-delà d'une histoire institutionnelle, ce sont vraiment des relations aussi entre personnes qui se sont tissées et qui sont des relations extrêmement fortes aujourd'hui encore. L'œuvre que vous voyez là est l'œuvre de l'artiste, est un des masques sculpté par l'artiste Perry Eaton. Ce masque-là est un masque qui a été sculpté en 2011 à l'occasion du centenaire de la mort d'Alphonse Pinard, car depuis le début, le sentiment, les témoignages qui ressortent est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Alphonse Pinard, sans la collecte de céréales, sans qui une grande partie de cette histoire ne serait plus présente aujourd'hui. Donc là, on retrouve le kayak représenté dans le haut par lequel Pinard est arrivé. On retrouve une représentation miniature d'un des grands masques cérémoniels. Et c'est un masque qui a été, et vous pouvez passer l'image suivante, qui a été, à l'occasion du centenaire de la mort, dansé à Boulogne-sur-Mer avec une délégation de Kodiak dans la cour du château musée que vous voyez là, avec un feu qui réunissait à la fois communauté soupiaque et communauté et les Boulonnais, avec ce masque-là qui était dansé et brûlé à la fin, au grand désespoir dans un premier temps des Boulonnais qui souhaitaient le conserver dans la collection et qui ont finalement, au terme de cette cérémonie, saisi en tout cas tout ce qui pouvait, toute l'émotion, l'importance que pouvait revêtir cette cérémonie-là pour la communauté de Kodiak. Voilà. Dans les perspectives, simplement, très vite, on se situe toujours dans cette question de l'accès. Je ne suis qu'un des passeurs de témoins dans cette histoire, puisqu'on a été plusieurs à être responsables de cette collection. On continue en tout cas cette dynamique de l'échange, de la transmission et de la circulation des objets surtout. Merci beaucoup, Elia. Alors, je propose d'appeler maintenant Valentina Wapnowski et Morad Montazami. Je vous remercie. On se retrouve à la fin de cette seconde discussion pour les questions du public. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Valentina Wapnowski est directrice de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Voilà. Et directrice du Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie amérindienne du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie comparative. Voilà. Anthropologue, linguiste, elle a développé des recherches sur différents thèmes: la temporalité et l'historicité, la catégorisation, l'agentivité, les relations au savoir, la traduction, abordées à partir d'une analyse des interactions verbales quotidiennes et rituelles, Maya, sur lesquelles elle a travaillé, Maya Itza, Guatemala, et surtout Maya Yucatec au Mexique, où elle a réalisé 7 ans de terrain depuis 1991. Elle a également produit des analyses de la grammaire des langues mayas et travaillé sur leurs récits, depuis les textes coloniaux jusqu'à la poésie maya contemporaine. Alors, elle poursuit également une réflexion comparative sur les processus de patrimonialisation en Amérique indigène, notamment dans le cas d'une ANR, Fabricam, c'est le nom de l'ANR, la fabrique des patrimoines, mémoire savoir et politique en Amérique indienne aujourd'hui. Et aussi, elle a inauguré et est responsable avec d'autres du programme dont on parlera après, le programme SAWA, qui est rattaché au LABEX Les Passés dans le Présent, au LESC et au musée du Quai Branly.
Elle enseigne aussi, bien évidemment, à l'Université Paris-Nanterre et à l'INALCO. Alors, Morad Montazami, qui est à sa droite, qui est commissaire et chercheur, et qui a été en charge pour la Tête moderne jusqu'à il y a peu des collections dites Moyen-Orient, Maghreb ou Afrique du Nord et Asie de l'Ouest, et qui était soutenu par une fondation, l'Iran Heritage. Il est l'auteur de nombreux textes sur des artistes tels que Jérémy Deller, Jordi Colemer, Alan Sekoula, Farid Belkaya, Walid Rad, Ahmed Abdallah Farid Belkaya bien sûr, et puis aussi Francis Alice, Zineb Sedira, et encore tout récemment, très très beau livre sur Mohamed Abdallah. Il a été commissaire de l'exposition United Stories consacrée à l'Iran, 1960-2014, au musée d'art moderne de la ville de Paris, et aussi commissaire de l'exposition Volume fugitif, consacrée à l'artiste marocain Fawzi Latiris, à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, au musée Mohamed V d'art moderne contemporain de Rabat. Il est surtout aussi directeur de Zaman Book, une maison d'édition, et il est rédacteur en chef, pour nous dire, de la revue Zaman, et comme je le disais aussi, de Zaman Book. Une des raisons pour lesquelles sa présence est ici très fortement sollicitée est induite par l'exposition qu'il a conduite à l'Institut des cultures d'Islam, intitulée Bagdad mon amour, et dans lequel a été engagé et convoqué en fait la constitution de manière virtuelle ou recréée en tous les cas, une réflexion ou presque mise en bien matériel du patrimoine irakien détruit, disparu, spolié. Alors, je vais revenir vers vous, Valentina, et vous demander peut-être ce que signifie l'acronyme SAWA et nous dire ce projet que vous menez en Guyane, vous qui concerne une communauté de Guyane. Merci beaucoup. Bonjour, oui, SAWA est en fait un acronyme pour le nom du projet et Savoir autochtone Wayana et Apalai, une nouvelle approche de la restitution et ses incidences sur les formes de savoir locales. C'est un projet en effet qui concerne avant tout des populations amérindiennes de Guyane qui se trouvent sur une zone transfrontalière entre la Guyane française, le Brésil et le Suriname. Alors, vous voyez ici des photos de tout ce projet qui est né à peu près il y a 4 ans, mais il a une histoire beaucoup plus longue, qui est en fait un projet collaboratif qui a émergé d'une demande locale de ces populations amérindiennes de Guyane, d'avoir un accès, non pas à des objets, mais à des enregistrements sonores de chants rituels qui étaient particulièrement importants pour eux parce qu'ils retracent en fait l'histoire et la cosmologie du groupe et qu'ils sont attachés à un rituel extrêmement important dans la société qui avait cessé qui ne se réalise plus depuis plus d'une décennie maintenant, avec un problème de rupture dans la transmission des savoirs. Et en fait, ce projet est précisément sur la question de la transmission et de donner un accès au savoir. Donc il est né, il y a eu beaucoup d'explorateurs et d'ethnographes qui sont allés dans la région depuis plusieurs siècles, et en particulier il y avait aussi un ethnomusicologue qui avait enregistré plusieurs d'ailleurs ces chants. Donc la volonté était de récupérer ces chants et d'en avoir un accès sur place. Donc pour le sonore, la question de la restitution est plus simple pour 2 raisons. D'une part parce que grâce au numérique on peut entendre sur place, et aussi parce que le sonore, pour des raisons peut-être culturelles chez nous, n'a pas la même valeur marchande, en tout cas celui-là, que les objets matériels. Juste une question, oui. Est-ce que vous pouvez rappeler comment ils ont eu connaissance de l'existence de ces enregistrements? Alors, ils en ont eu connaissance parce que eux-mêmes, c'est une petite population, et en fait, ils voyaient, ils ont vu les ethnographes passer chez eux depuis des années, et ces ethnographes aussi leur ont mentionné certains ouvrages, éventuellement montré des ouvrages antérieurs. Et c'est une question très intéressante parce que la plupart des personnes qui sont investies sont souvent des fils de personnes ou même ont eux-mêmes été ethnographiés
mais souvent ces chants rituels, par exemple, avaient été, pour certains, chantés lors du dernier de ces rituels, qui est le rituel maraqué, par le père de l'acteur principal du projet. Mais il n'y a pas eu la transmission de savoir. Donc, pour faire un peu plus vite, par le biais de ce nouvel accès à des enregistrements sonores, est né aussi l'intérêt à avoir un nouvel accès à des objets, mais d'abord parce que ces objets étaient liés au savoir qui était mentionné dans les chants rituels. Il se trouve qu'au musée du Quai Branly, il y a une très grande collection d'objets Wayana et Apalai, une des plus grandes. Là, vous allez voir des photos en fait de visites dans les réserves de l'équipe Wayana, puisque c'est un projet collaboratif on essaye de les écouter et de répondre à leurs demandes au musée du Quai Branly, ici au musée des cultures guyanaises et aussi au musée de l'université de Bonn. Donc, il y a eu ensuite organisé des visites de recherche, en fait, parce que la question de l'ethnographe est intéressante pour beaucoup des participants au projet Wayana et Apalai. L'idée, c'est aussi de comprendre ce que sont venus chercher les ethnographes chez eux, quel était leur intérêt, et donc d'essayer de comprendre notre réflexion à nous, blancs, palacici, comme ils disent, parisiens, sur leurs oreilles. Qu'est-ce qui leur intéresse, enfin, pourquoi venaient-ils nous interroger sur ces questions-là? Qu'est-ce qui les intéressait? Donc il y a un côté très symétrique, en tout cas dans le questionnement. Donc ces visites leur ont permis de voir une grande quantité d'objets et ils n'étaient pas spécialement, enfin je rejoins un peu la remarque d'Éric Joly plus tôt, et parfois ça ce sont des objets très importants du rituel, c'est une coiffe au loques, donc ils sont en train de monter dans le musée des cultures guyanaises, mais ils ont été aussi, l'un d'eux était absolument fasciné par un hameçon qui pour nous n'a quasiment aucune valeur, mais qui montait des procédés techniques qui n'étaient plus là. Donc l'accès aux objets, dans ce cas-là, c'est surtout un accès à des savoirs, à des techniques, à des objets dont ils n'ont plus connaissance et qui, en tout cas pour l'instant, ils n'en demandent pas la restitution matérielle chez eux. Ils ont d'ailleurs un discours assez pragmatique en disant maintenant vous les avez chez vous, vous avez les moyens de les conserver, continuez à les conserver, puisque chez nous, de toute façon, s'ils revenaient, ils se détérioraient. Donc, ce qu'on fait dans le projet, à leur demande, c'est de constituer un portail Internet assez élaboré pour leur permettre des accès virtuels aux enregistrements sonores et aussi aux objets, puisque ce portail s'ancre sur différentes bases de données et eux les enrichissent. Alors, un élément peut-être intéressant à la réflexion et qui rejoint aussi ça rejoint tout à fait ce qui a été dit sur le projet sur les objets Soupiak, c'est un peu la tension en fait dans ce projet entre notre logique de conservation, de pérennisation des objets dans le même état et la logique culturelle qui est la leur au départ, plus traditionnelle, en tout cas comme on la connaissait jusqu'à il y a peu, au contraire qui est une logique d'oubli et de rénovation des objets. Ce sont des cultures où, plutôt que de conserver, la plupart des objets sont transformés, détruits, enterrés, abandonnés, brûlés, etc. Et ceux qu'on conserve, on s'applique à les rénover et non pas à les maintenir dans le même état. Donc ça, c'est un nœud épistémique un peu intéressant qui s'est développé dans le projet, sur lequel on essaie de réfléchir en observant un peu ce qu'ils veulent et en essayant d'y répondre. Il y a eu une discussion très intéressante entre eux et les restauratrices du musée du Quai Branly, et ils étaient très étonnés de voir notre acharnement très méticuleux à conserver les objets dans un état ancien, par exemple. Pour eux, il y avait tout un travail, une technique tellement élaborée et qui finalement gardait l'objet dans un état ancien alors qu'ils auraient préféré le rénover, ce qui se terminait par une boutade en nous disant pourquoi vous cherchez exactement les mêmes plumes d'oiseaux, allez au bas de la tour Eiffel, il y a plein de pigeons, prenez une plume de pigeon et ajoutez-la à nos beaux mascoloques, puisque de toute façon maintenant ces mascoloques, ils ont un nouveau statut.
Et ils ont une nouvelle fonction aussi dans l'économie des savoirs qui sont à la fois locaux et pour eux et pour nous d'ailleurs. Merci beaucoup, Valentina. On va peut-être revenir sur le devenir de cette collaboration dans les questions. Morane Montazami, peut-être pourriez-vous nous rappeler l'inventaire de votre exposition, hein, pourquoi cette exposition, et puis aussi ce qui avait été très très frappant, c'est les stratégies artistiques de réinvention du patrimoine irakien, telles que les artistes l'ont présenté dans cette exposition, un patrimoine irakien ravagé par des décennies de guerre. Alors je vois que vous avez en plus le catalogue sur vos genoux, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et l'aspect archivistique, voire ethnographique de votre exposition. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Ravi d'être parmi vous. Effectivement, la question irakienne qui m'amène ce soir est résolument oblique par rapport à la notion de restitution. Cependant, elle se pose quand même, voilà, de manière justement oblique, à savoir que c'est plutôt une situation de crise patrimoniale, une situation d'urgence patrimoniale qui a guidé l'exposition Bagdad mon amour, mais bien d'autres initiatives archéologiques et ou artistiques qui ont été prises depuis 2003 et depuis les pillages de masse qui se sont produits au musée national irakien, qui est le musée des antiquités de Bagdad, dont on voit ici le moment de siège avec les tanks américains autour du musée, et donc qui nous rappelle aussi combien le musée avait été peu protégé au moment des frappes américaines soi-disant chirurgicales. Et il y a une rengaine qui dans les développements de ces pillages était devenue monnaie courante, qui était de dire les Américains ont bien protégé les réserves de pétrole, mais ils n'ont absolument pas prêté attention à l'héritage et au patrimoine irakien dans le musée. Donc ça, ce sont des images de 2003. Je n'ai pas le temps de refaire tout l'historique de la manière dont les pillages se sont déroulés. Mais peut-être donc, oui, avant d'entrer dans ces quelques images et dans le processus de l'exposition, qui était plutôt une exposition dispositif, ou comme a dit Zahia Rahmani, un inventaire finalement, ou une manière collective de travailler autour d'un inventaire qui peut faire exposition, disons. On est toujours dans des problématiques où l'œuvre d'art et l'archive se frottent de manière délicate, parfois sensible, parfois problématique, mais on a besoin de ce couplage. Et aussi pour dire que par rapport au continent africain, si la situation peut paraître diamétralement opposée, elle ne l'est pas tant, puisque effectivement, avec les collections orientales du Louvre, du British Museum et du Pergamon Museum à Berlin, on a des collections colossales prises sur les territoires irakiens, syriens, palestiniens et beaucoup d'autres. À l'origine, les érudits et les consuls européens qui partaient dans le monde arabe au XIXe siècle, c'était très souvent pour renouer avec les textes sacrés et les descriptions des lieux saints dans la Bible qui se retrouvaient sur les territoires du Levant. Et je dirais que par rapport à l'histoire de la décolonisation africaine, la manière dont s'est produit et répétée la crise du patrimoine des pays arabes, où il y avait, contrairement à pas mal de pays africains, des musées, hein, le musée de Bagdad qui est fondé dès les années 1930, le musée de Damas qui est fondé en 1919. On va fêter le centenaire de la fondation du musée de Damas cette année, qui a réouvert d'ailleurs il n'y a même pas 3 mois, puisqu'il avait fermé pendant la guerre. La différence, c'est qu'il y avait des musées. Il y avait des musées nationaux, voilà, qui ont connu des histoires mouvementées et troublées, mais ensuite les guerres contemporaines ont affecté ces patrimoines du fait qu'ils étaient
ils étaient davantage préservés dans leur pays, encore préservés dans leur pays, mais avec les guerres incessantes, tout simplement, la répétition des guerres et des conflits qui ne permet même pas de se poser une question comme la restitution, parce qu'on est tout le temps dans le flot de la destruction et de récupérer ce qu'on peut récupérer. Donc on est vraiment en amont, presque, je dirais, malheureusement, des questions de restitution, mais qui devront se poser sans doute plus urgemment qu'on ne croit. Donc ici, on voit les archives du musée de Bagdad qui ont été détruites et pillées, ce qui est très symptomatique parce qu'avec la destruction des objets ou le pillage des objets, c'est aussi la destruction des archives, de la documentation et donc la possibilité de produire un recouvrement plus riche de ces objets qui s'évaporent avec la destruction des archives et de la documentation du musée. Vous voyez à travers certaines de ces photos, qui sont des photos prises à peine 2-3 jours après les pillages massifs du musée, donc tout de suite après l'invasion américaine, que les employés du musée s'étaient employés à protéger les objets, tout simplement parce qu'ils redoutaient davantage les bombardements et les frappes aériennes que les pillages en vérité. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'ils attendaient qui s'est produit. Ces photographies ont été prises par une archéologue et journaliste libanaise qui a fait un long terrain en Irak qui s'appelle Johan Farshar Bajali. Et la particularité de ces photographies, c'est qu'elles ont occupé les colonnes des grands journaux internationaux et des médias occidentaux qui ont couvert les pillages du musée de Bagdad en 2003, mais on les a toujours vues que comme des petites images accompagnant des articles dans la presse. On les a jamais regardées comme, dirait Walter Benjamin, des pièces à conviction pour le procès de l'histoire, donc des collections mésopotamiennes. Et donc c'était intéressant, on l'a intégré dans l'exposition, elle était au même titre que les artistes irakiens représentés. Je ne sais plus où je dois diriger la télécommande, là-bas. Oui. Ici, vous avez une photo de la grande salle du musée de Bagdad accueillant les reliefs de Nimrod avec des sacs de sable justement juste au moment de l'arrivée des Américains en 2003 pour la deuxième guerre du Golfe. Et ici, une photographie dans les années 70 du même espace, on pourrait dire en quelque sorte à l'âge d'or des collections irakiennes et de la culture visuelle moderne irakienne, avec une mise en espace hyper moderne, en quelque sorte, même pour des collections d'antiquités exposées en Irak dans les années 70. Et je dis hyper moderne à dessein, puisque cette recherche autour de la crise du patrimoine irakien a permis de révéler à quel point les pionniers de l'art moderne irakien, comme Jawad Selim ou Dia Azawi, avaient travaillé comme restaurateurs des bas-reliefs au musée de Bagdad, dans les années 50, c'est-à-dire au même moment où ils ouvraient une brèche avant-gardiste dans ce qu'on allait appeler l'art moderne irakien des années 50, en tant que peintre, sculpteur, etc. Ils travaillaient aussi comme restaurateurs des antiquités au musée de Bagdad. Et ce sont des artistes dont on a pu réunir quelques œuvres dans l'exposition qu'on a montée à l'Institut des cultures d'Islam. En 2018. Exactement, au printemps dernier. Des œuvres d'artistes comme Ali Assaf, que vous voyez ici, qui sont des œuvres en textile reproduisant des motifs de fenêtres et donc des motifs architecturaux de Bassora, en l'occurrence pas de Bagdad, mais d'une ville du sud de l'Irak, y compris un artiste français. Il y avait un artiste français dans l'exposition parmi 17 artistes irakiens et jordaniens. C'est Julien Audebert qui a reconstitué un fragment de la porte d'Ishtar avec le lion passant. Et ici, vous avez une vue d'exposition, si vous pouvez aller un tout petit peu moins vite, avec des œuvres réunies, notamment les œuvres de Michael Rakowitz, qui est cet artiste américain d'origine juive irakienne et qui reconstitue depuis 2008 tous les objets perdus du musée de Bagdad. C'est ceux qu'on voit sur les socles et qu'on va voir de manière rapprochée sur tous les socles, parsemés entre les œuvres d'autres artistes.
On a peut-être une vue un peu plus proche, voilà, avec une déesse sumérienne et d'autres tout petits objets talismaniques déposés autour. Ce sont des reproductions, ou si vous voulez, des répliques à l'échelle, hein, donc qui reprend les vraies dimensions de l'objet qui a été volé, avec des cartels qui documentent les qualités archéologiques et aussi le contexte dans lequel cet objet a été pillé. Et il fait ça depuis 2008. C'est un work in progress qui continue. Il vient même de reproduire les grandes fresques de Nimrod dont on a vu l'espace d'exposition auparavant. Donc on n'a pas le temps de voir toute l'exposition. Les monuments de la ville de Bagdad, comme le monument à la liberté, qui a été conçu par Jawad Selim avant sa mort, donc le fameux pionnier de l'art moderne irakien qui restaurait aussi des fresques antiques au musée de Bagdad. Ça participe d'un écosystème de Bagdad dans lequel le musée des antiquités est aussi lié organiquement à des monuments qu'on trouve dans la ville. C'est un monument qui est toujours érigé aujourd'hui, qui ironiquement n'a jamais été détruit par aucun bombardement. Et puis dans l'exposition, on avait aussi un diaporama sur des œuvres perdues de la collection d'art moderne de Bagdad. En parallèle des pillages des antiquités, des œuvres modernes ont aussi été pillées, et ça a été encore moins documenté. Pour ce qui concerne le pillage du musée des antiquités de Bagdad, c'est à peu près 15 000 objets pillés entre 2003 et 2010 environ, et presque la moitié qui a été retrouvée par la police des douanes, par des équipes archéologiques, par des Irakiens de Bagdad qui se sont évertués à prêcher la bonne parole pour que même des Irakiens qui pouvaient parfois connaître quelqu'un qui avait un objet douteux chez lui, l'encourageaient à le rendre. Et donc c'est plus de la moitié des objets pillés qui ont été restitués au musée de Bagdad, qui a réouvert, qui fonctionne très bien. Et qui est sans doute, avec le musée du Caire, un des musées les plus impressionnants du monde arabe. Peut-être qu'il faut que je m'arrête ? Je veux bien, oui. Voilà. Non, merci beaucoup. Non, mais je regardais ces images et la stratégie artistique de la réinvention du patrimoine irakien. Bon, tu as cité évidemment un ou deux artistes, et il y en avait beaucoup plus qui étaient impliqués dans cette exposition dont tu as le catalogue. Alors, peut-être que je vous remercie d'abord, tous les deux. Voilà. Rappelez Emmanuel et... Ah, voilà. Voilà. Alors, Emmanuel et Ulrika. Voilà. Et puis, il y a deux questions. Une qui s'adresse à Emmanuel. Comment est financé votre programme ? On va répondre rapidement. Et puis, sinon, une question plus large. Les demandes de restitution ne se limitent pas qu'à l'Afrique. Quid des restitutions aux Premières Nations d'Amérique, autochtones et plus particulièrement du Canada, à l'instar des masques halloutiques de la collection Alphonse Pinard, abrités au musée du Château de Boulogne? Pourrait-on envisager une copropriété des objets d'art coloniaux ainsi qu'une collaboration fructueuse franco-amérindienne qui encouragerait la production d'art autochtone actuelle? Voilà. Peut-être très vite, Emmanuel, le financement de votre programme ? Le programme, donc il y a eu plusieurs projets dans le programme. Globalement, nous, on a un fonctionnement qui est classique pour des associations socioculturelles, à savoir qu'on est financé par le ministère de la Culture, le projet Culture Lien Social. Le CGET, donc le ministère de la Cohésion des Territoires, pour tout ce qui est politique de la ville sur plusieurs villes d'Est Ensemble. Et puis sur Paris, les projets Paris Citoyen. Nos séjours sont souvent pris en charge par les dispositifs Ville, Vie, Vacances, ANCV. Voilà, on fait partie d'un projet Europe Créative sur justement l'accès à la culture par la vidéo, des jeunes à la culture par la vidéo. Et puis, depuis 2 ans, on est énormément soutenu par la Fondation de France, notamment sur ce projet Retour sur Bénin City.
Et puis, depuis la création, en fait, on a aussi un fonds propre qui est lié à des pratiques de restauration, en fait, qu'on fait encore, des chantiers de restauration, et qui nous ont donné les moyens d'avoir le temps de réfléchir sur nos actions et pas d'agir en réponse à des appels à projets directement. Et puis, on a aussi des prestations de services à l'éducation nationale sur des cours de décrochage scolaire, des choses comme ça. Voilà. Beaucoup d'organismes qui peuvent soutenir des politiques de la ville. Alors peut-être une question plus générale à tout le monde, hein, c'est une copropriété des objets. Alors d'art coloniaux, je ne dirais pas d'art coloniaux, mais une copropriété des objets. Ainsi qu'une collaboration fructueuse franco-amérindienne, mais on pourrait aussi sortir de la question amérindienne. Peut-être, moi la question que je poserais, puisque là ce qui est dit c'est une copropriété des objets, ou peut-être une copropriété élargie dans ces cas-là, pas simplement 2 propriétaires. Alors qui veut répondre ? Sur la copropriété, évidemment, en tant que conservateur, il y a un cadre législatif voilà, qui existe, hein, donc les collections sont inaliénables à ce jour. Concernant le deuxième point, c'était... Enfin, plus largement, symboliquement, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour ce qui concerne Boulogne, mais j'imagine que ça peut se produire dans plein d'autres contextes, ce sont des projets il s'agit vraiment d'une intelligence qui est une intelligence collective. Et cette collaboration telle qu'elle a été pensée ne s'est faite que par différents regards. Le regard des corporations, d'artistes, de professionnels, d'institutions et celui aussi de politique, parce qu'il y a une volonté politique qui a accompagné tout cela. Ça fait partie des perspectives, ce qu'on évoquait quand, voilà, les projets, quand on parle de projets, enfin, comment accompagner la création, ça fait partie ce que j'ai pas évoqué, mais des choses qu'on souhaite évidemment poursuivre, pérenniser, la mise en place de résidences dans différents champs d'intervention, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors peut-être, mais j'ai une question à poser à Valentina, puisque qu'en est-il en fait de votre travail de chercheur dans ce cas, c'est-à-dire quand vous êtes amené à échanger, construire, je dirais un devenir avec un groupe tel que vous le faites? Dans ce cas-là, mon travail de chercheur personnellement a été un peu particulier, puis je ne suis pas spécialiste de ces populations. Enfin, je n'ai pas travaillé sur elles jusqu'à présent. Je travaille sur d'autres populations amérindiennes, et donc on a une chercheure qui était à l'initiative du projet, qui était Eliane Camargo, qui a elle accompagné le projet, par exemple dans toute la partie traduction, parce que ces enregistrements sonores, ils les ont transcrits, ils les ont traduits pour les rendre accessibles. Donc là, il y a eu tout un accompagnement. Mais on est d'autres chercheurs aussi. L'idée, c'est plutôt de comprendre un peu, à partir de ce travail collaboratif, quelles sont les meilleures façons de restituer. Alors à l'époque où on l'avait mis dans le projet, c'était un terme qui était beaucoup moins épidermique et plus ouvert, c'est-à-dire c'était de donner un nouvel accès et d'inciter à des nouvelles formes de réappropriation locale. Il faut savoir que dans le cas de la Guyane, c'est pas le seul, mais il est assez exemplaire malheureusement de ce cas-là. Ça s'accompagne aussi de situations sociales dramatiques. On en a entendu aussi parler il y a très récemment sur le cas de la Guyane, avec des taux de suicide énormes de la part des jeunes, parce que en grande partie il y a cette rupture de la transmission des savoirs, du cadre traditionnel, et une sorte d'absence de sens de beaucoup de choses. Et donc, pour les acteurs du projet, qui sont des gens de 40 ans, de 20 ans et de 60 ou 70 ans, ce sont des générations différentes, l'idée, c'est vraiment de faire ce projet pour les jeunes. Donc, c'est retisser ces liens avec le passé pour essayer de construire un nouvel avenir. Je suis désolée de parler de façon un petit peu générique, mais c'est vraiment dans ce cheminement vers une nouvelle forme de recréer du passé, puisque non seulement ces objets les lient dans le passé, mais en plus on est en train de construire de nouvelles choses, en particulier avec cette façon de s'approprier non seulement des objets, mais aussi de la virtualité, du numérique. Donc c'est aussi l'accompagnement technique, puisque la création du portail, c'était pas leur créer le portail et le leur donner, mais
suivant les conceptions Wayana, eux, pour dire on va faire un portail, nous il faut qu'on comprenne ce que c'est un portail. Donc ils ont eu des cours sur le numérique, donc ils font le numérique et le développement avec Par les politesse, Morad, Montazami, un dernier mot. Finalement, l'activité des artistes autour de cette question de la restitution, de la spoliation, est-ce qu'elle ouvre sur une suite très vite? Oui, alors en fait, c'est la plupart. J'ai pas pu développer l'aspect des artistes contemporains, à part quelques exemples, des artistes contemporains irakiens préoccupés par cette question de la perte des objets, si ce n'est leur destruction. Mais ils ont tous participé d'une manière ou d'une autre, à travers leur manière de se documenter, leur manière de chercher des informations, de retracer, ressourcer les objets. Ils ont tous développé des méthodologies alternatives qui croisent celles des archéologues, voire même celles de la police des douanes, d'une méthode d'enquête, et en inventant ces méthodes de recensement et de recouvrement des objets, ils ont aussi inventé des nouvelles procédures artistiques pour le futur, pour pouvoir continuer à réinventer ce qui ne peut pas être retrouvé, et finalement même à aider, pourquoi pas, à faire exister des objets perdus de manière virtuelle, au sens très large du terme virtuel. Voilà. Je vous remercie tous les quatre. Je vais laisser la parole maintenant à Mathieu Keb Aboninck et Éric de Chasset. Je vous remercie.